chers invités. J'espère que vous avez passé une agréable pause-dîner. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie de notre journée qui sera consacrée aux bonnes pratiques pour promouvoir la langue française en enseignement supérieur. Cette séquence mettra en lumière des initiatives concrètes, des réflexions appliquées ainsi que des stratégies développées dans différentes institutions et différents contextes, notamment en milieu francophone en situation minoritaire. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir Tao Tran Minh, professeure enseignante titulaire en arts et sciences au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Elle s'intéresse à l'enseignement du français sur objectifs spécifiques, aux pratiques pédagogiques efficaces en contexte minoritaire et aux évaluations des compétences langagières. Elle dirige le programme d'engagement en français du campus Saint-Jean et explore les liens entre construction identitaire, engagement communautaire et apprentissage du français en milieu minoritaire. Elle prononcera sa conférence qui a été élaborée en collaboration avec sa collègue Guylaine Robinson, qui est professeure adjointe au campus Saint-Jean. Elle intègre des approches pratiques de la formation, à l'enseignement dans ses cours universitaires et dans ses recherches. Ses travaux portent sur la manière dont les institutions, en particulier les écoles, mettent en œuvre les initiatives en matière d'équité au quotidien. Sans plus tarder, je vous passe la parole, Tao. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion autour de la formation de professionnels en français dans le milieu francophone minoritaire du campus Saint-Jean. Il s'agira pour nous de comprendre comment les réalités particulières qui influencent notre milieu influencent également la formation, et puis également de présenter les stratégies pédagogiques que nous mettons en place au campus Saint-Jean pour y répondre efficacement. Donc, voici les points que nous allons aborder durant cette présentation. Et juste pour préciser, ma collègue Gillian n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, je vais présenter ces parties. Je les maîtrise un petit peu moins bien, mais je vais faire mon maximum pour rendre ça intéressant quand même. Voilà, donc commençons par définir le cadre dans lequel nous travaillons ici au campus Saint-Jean pour accompagner nos étudiants. Alors, le campus se trouve premièrement dans un contexte institutionnel unique. Il fait partie de l'Université de l'Alberta, qui est une université anglophone, à Edmonton, qui est une ville anglo-dominante de l'Ouest canadien, et c'est le seul campus universitaire francophone à l'ouest du Manitoba. Alors, sa mission, c'est de former des étudiants francophones et bilingues en français, tant pour le marché du travail que pour la participation à la vie académique et communautaire. Et former en français au CSJ, c'est une mission qui dépasse le simple choix pédagogique. Ici, c'est un positionnement institutionnel fort, avec une responsabilité symbolique, où le campus cherche à tenir deux rôles. Premier rôle, ce serait un rôle de reproduction, où le CSJ représente un lieu de transmission de la francophonie minoritaire, donc en préservant les acquis, en transmettant la langue, la culture, les pratiques francophones aux nouvelles générations, et également un rôle d'innovation, où le campus Saint-Jean est un lieu de transformation de la francophonie minoritaire, en adaptant la francophonie à un contexte minoritaire contemporain, adapté aux besoins des étudiants, en intégrant diversité, nouvelles pratiques pédagogiques et réalités professionnelles. Notre contexte est deuxièmement celui d'une minorité linguistique au sein d'un environnement qui est majoritairement anglophone. Alors, le marché du travail valorise le bilinguisme, mais il est indéniablement dominé par l'anglais. Donc, selon Statistique Canada, en Alberta en 2021, environ 80% des emplois sont en anglais, mais seuls 1 à 2% des postes exigent un usage du français comme langue principale, notamment dans les services publics, en enseignement, dans la santé, par exemple. Mais la majorité des postes restent anglophones, surtout dans le privé, dans les secteurs technologiques. Donc, ces conditions créent pour nos étudiants que Bourris, en 2001, nomme les pressions implicites vers l'assimilation linguistique et l'anglais, où les étudiants doivent naviguer entre la nécessité pratique d'utiliser l'anglais et le maintien de leurs compétences en français. Donc, pour vous donner un exemple concret, ces pressions implicites prendraient par exemple la forme d'étudiants, de jeunes qui choisiraient l'anglais pour écrire un rapport ou pour converser avec des collègues, alors même que le français serait possible,
mais ils choisiraient l'anglais pour être bien vu ou pour être bien intégré. Cette réalité crée, troisièmement, une tension constante où les étudiants doivent arbitrer entre deux exigences. D'un côté, le bilinguisme pragmatique, donc utiliser la langue la plus efficace pour l'employabilité ou pour la réussite académique, et de l'autre, le maintien d'une francophonie vivante et légitime, donc utiliser le français dans toutes ses dimensions, pas seulement la langue, mais également culturelle et identitaire. C'est pour ça qu'on parle d'une tension permanente, linguistique, identitaire, professionnelle et politique, et qu'on se rend compte que former en français dans un contexte minoritaire, ça n'est jamais neutre. Face à ce contexte, nous nous posons donc la question, qui nous guidera tout au long de notre communication, comment assurer la légitimité du français comme langue professionnelle en contexte minoritaire dans un environnement qui est traversé par des tensions linguistiques, identitaires et institutionnelles fortes. Donc ce sont précisément ces tensions qui peuvent mener à certaines dérives que nous verrons à travers les défis, et particulièrement les défis structuraux et identitaires liés au rapport de pouvoir. Alors, un des premiers défis, c'est que nos étudiants présentent d'abord une grande diversité de profils, et ce qui complexifie beaucoup la norme de la langue à enseigner. Donc, dans notre public, on a des étudiants d'immersion, des étudiants francophones minoritaires, des étudiants internationaux, des étudiants plurilingues. Donc, cela se traduit par des rapports très variés à la langue et donc à des compétences très hétérogènes au sein d'une même classe, ce qui peut créer pour certains de nos étudiants une insécurité linguistique forte. Et dans notre contexte, par exemple, il n'est pas rare de rencontrer dans un même groupe des étudiants qui maîtrisent la terminologie scientifique, mais qui ont doute de leur accent. Ou alors des étudiants qui sont parfaitement bilingues, mais qui n'ont jamais utilisé un français formel, professionnel. Donc, en résumé, ici, le défi, c'est pas seulement une question de compétences brutes, c'est surtout une question de légitimité perçue. Qui se sent capable d'agir comme professionnel francophone crédible? Un deuxième défi concerne les enjeux d'équité et de pouvoir. Donc, il existe des hiérarchies implicites entre les variétés de français qui valorisent souvent le français européen ou le français académique. Il y a donc une tension qui se crée entre inclusion et exigence académique. Comment est-ce qu'on peut accueillir la diversité linguistique tout en maintenant des standards académiques corrects? Et il y a alors un risque de reproduire des normes dominantes, donc souvent européennes ou élitistes, ce qui peut marginaliser certaines pratiques francophones, locales ou minoritaires. La question sous-jacente ici, c'est donc de savoir qui a le droit d'être reconnu comme professionnel francophone légitime. Un autre enjeu réside dans les pressions institutionnelles. Nos étudiants doivent aussi composer avec des contraintes qui sont liées à l'institution et au marché du travail. Je vous donne comme exemple des documents administratifs qui sont souvent bilingues, mais qui sont prioritairement pensés en anglais, ou alors des stages qui sont majoritairement anglophones, ou alors un marché du travail qui valorise le bilinguisme, mais rarement l'unilinguisme francophone. Donc ces pressions peuvent conduire à certaines dérives pédagogiques et institutionnelles dans les pratiques pédagogiques et institutionnelles, donc qui se manifestent sur le terrain de différentes façons. Alors, je vous mets un tableau ici pour vous montrer. Une des manifestations possibles, ce serait de rigidifier la norme linguistique, c'est-à-dire réduire le français à un ensemble de normes strictes, centrées sur la correction grammaticale, plutôt que sur l'efficacité communicative. Il y a également exclure certains locuteurs, en valorisant implicitement certaines variétés de français au détriment d'autres, ce qui peut marginaliser certains étudiants, ou bien la folklorisation des pratiques, donc en limitant le français à une fonction symbolique ou culturelle, déconnectée des usages professionnels réels. Ces phénomènes ne sont pas du tout isolés, ils correspondent en fait aux manifestations concrètes sur le terrain de ce que la sociolinguistique nomme les idéologies linguistiques, c'est-à-dire des systèmes de représentation qui définissent ce qu'est une langue légitime et comment ils sont orientés, comment ils orientent les pratiques. Donc ici, en l'occurrence, des pratiques en milieu minoritaire.
Et dans la littérature, ces idéologies ont été décrites comme produisant différents effets, donc par exemple des effets de standardisation et de normativité, notamment chez Bourdieu, donc ce qui correspondrait un peu à ce qu'on nomme la rigidification, des effets de hiérarchisation des pratiques linguistiques et de légitimité différenciée des locuteurs, qui renvoient un peu à cette idée d'exclusion, et puis des effets de réduction symbolique de la langue dans les contextes minoritaires, mentionnés dans les travaux de Heller et Duchesne, par exemple. Donc, autrement dit, ce que nous observons ici sur le terrain, donc rigidification, exclusion, folklorisation, correspond à des dynamiques plus profondes, ancrées dans ces idéologies linguistiques, et que nous proposons de regrouper ici autour de 3 processus, 3 dérives. La première, ce serait essentialiser la langue, c'est-à-dire concevoir la langue comme une norme unique, homogène et stable. Donc, par exemple, dire que le français concret est uniquement celui de France et exclure les variétés canadiennes ou minoritaires, par exemple. Ça, ce serait une première dérive. Élitiser la langue, donc en hiérarchisant ses usages et en valorisant certaines formes comme plus légitimes que d'autres. Donc, par exemple, privilégier le vocabulaire académique dans les évaluations sans tenir compte du contexte oral local, par exemple. Et puis, pardon, affaiblir la langue, donc en la réduisant à une fonction utilitaire ou symbolique, au détriment de sa dimension sociale et professionnelle. Donc, comme exemple concret, par exemple, prendre un cours de français seulement pour les notes ou seulement pour la survie professionnelle, mais sans créer de lien avec la communauté francophone. Donc, maintenant que nous avons un aperçu un peu plus clair des défis et des rapports de pouvoir qui se jouent au Campus Saint-Jean en contexte minoritaire, on pourrait reprendre la question de départ. Comment assurer la légitimité du français comme langue professionnelle en contexte minoritaire? Oui, mais sans l'essentialiser, sans l'élitiser et sans l'affaiblir. Donc, pour voir comment le campus cherche à répondre à cette question, passons maintenant aux stratégies pédagogiques que nous mettons en place, justement pour contourner ces écueils. Donc, au campus, les stratégies pédagogiques pour la formation professionnelle s'articulent autour de 3 piliers qui sont complémentaires et qui tentent justement de répondre aux dérives mentionnées plus haut. La structuration linguistique, la professionnalisation disciplinaire et l'engagement communautaire. Alors, le premier pilier dont je vais parler, c'est donc la structuration linguistique, qui consiste à structurer le français professionnel, notamment à travers 2 cadres pédagogiques qui ne se limitent pas à l'enseignement grammatical ou lexical. Donc, il y a le français sur objectif spécifique, d'abord, donc le FOS, qui permet de cibler les compétences linguistiques nécessaires à l'exercice professionnel dans un domaine spécifique. Donc, par exemple, le français des affaires, vous voyez, ou le français pour le tourisme, etc. Et également le français sur objectif universitaire, pardon, donc le FOU, qui favorise le développement des compétences discursives et argumentatives propres aux études supérieures, mais en lien avec les disciplines. Donc, ça, par exemple, on demandera à des étudiants de français sciences infirmières de rédiger une note d'évolution de l'état de santé d'un patient, ou bien une lettre aux parents pour des étudiants qui sont en éducation. Et nous les articulons à une approche constructiviste et socio-constructiviste, où la langue est envisagée comme un outil de construction identitaire et professionnelle. L'objectif ici, ce n'est pas seulement de former à la langue, mais de former à la prise de parole légitime en français, en intégrant posture et discours. Donc, par exemple, dans le cadre du cours de français sciences infirmières, les étudiants ont 3 projets durant la session. Un premier projet, c'est de tenir un stand de santé lors d'un forum public. Un deuxième projet, c'est de présenter un atelier sur l'hygiène dentaire à des enfants de maternelle. Et un troisième projet, c'est de rencontrer, de jouer et d'échanger avec des aînés sur une thématique de santé. Et voilà ce qu'en dit une étudiante du programme. Avant les rencontres, j'étais impatiente de parler aux enfants, mais j'avais le plus peur de rencontrer des vrais aînés francophones parce que j'avais peur qu'ils jugent mon français ou mon accent. Mais j'ai réalisé pendant les rencontres que c'était plus facile de parler avec eux. Pour les enfants, c'est dur de tout simplifier et d'animer en même temps pour les intéresser, alors que les aînés, j'ai vu qu'ils écoutaient vraiment mes conseils comme futures infirmières. Donc ici, ce témoignage permet de relier plusieurs dimensions en même temps. On voit que l'étudiante part d'une insécurité linguistique liée à l'idée que certains locuteurs sont légitimes,
Elle parle de vrais francophones, qui parlent un vrai français. Mais en situation, dans la pratique réelle, ce rapport se transforme. Non seulement elle gagne en confiance, notamment au niveau de la légitimité professionnelle, puisqu'elle développe une parole experte. Elle dit, comme future infirmière, on m'écoute. Et en plus, elle doit adapter son français selon le public, donc elle a probablement simplifié avec les enfants et utilisé peut-être un registre plus formel avec les aînés. Donc on voit ici que le français, dans ce contexte, c'est une pratique flexible, située et contextuelle. C'est pas une norme unique. Et l'expérience a permis à l'étudiant de déconstruire un peu cette idée d'essentialisation. Pour le deuxième pilier, le Campus Saint-Jean a fait le choix de proposer des cours de français disciplinaire comme cours de fin de programme, donc qui sont des espaces de légitimité pour les étudiants et qui deviennent ici des véritables laboratoires d'identité professionnelle. Donc leur impact s'appuie sur des recherches en didactique professionnelle, par exemple, qui insistent sur l'importance des simulations authentiques, de l'articulation théorie-pratique pour construire l'identité professionnelle, et puis également le FOU, donc français sur objectif universitaire, appliqué aux disciplines, qui montre que la maîtrise des genres discursifs a une influence positive pour réduire l'insécurité linguistique et faciliter la transition du statut étudiant au statut professionnel. Donc, dans cette approche, l'objectif n'est pas de valoriser une variété idéale ou une variété supérieure. Il s'agit plutôt de permettre aux étudiants de développer une parole professionnelle crédible et efficace dans leur contexte réel, en tenant compte de leur parcours linguistique. Donc, je vous donne un autre exemple. Dans le cours de français éducation, les étudiants doivent faire une présentation de grammaire dans une école secondaire et ils doivent animer un atelier avec du matériel qu'ils ont créé eux-mêmes. Et un étudiant ici témoigne: pour l'atelier de grammaire, mon partenaire est arrivé en retard. J'ai dû commencer sans lui et improviser devant 30 élèves de 8e année. J'ai failli paniquer, mais heureusement qu'on avait vu donner des consignes en classe, ça m'a aidé. Et à la fin, j'étais fière parce que personne n'a vu que ce n'était pas prévu. Donc, ce témoignage montre bien ici que la professionnalisation ne passe pas par un français élitiste ou parfait, mais par des compétences concrètes. L'étudiant ici n'a même pas pensé à parler un bon français abstrait. Il a mobilisé ses connaissances, il a mobilisé ce qu'il avait appris, donc donner des consignes, qui était une simulation qu'on avait faite en classe durant la session. Et il a fait tout ça pour gérer une situation imprévue. Donc, c'est cette capacité à agir efficacement en contexte qui construit sa légitimité. On voit que la professionnalisation passe par cette capacité d'agir en français plus que par l'adhésion à une norme linguistique élitiste. Le troisième pilier, enfin, repose sur l'engagement communautaire qui constitue un élément central de la professionnalisation. Donc le campus valorise beaucoup les activités et la vie communautaire en dehors de la salle de classe pour que les étudiants puissent utiliser le français comme une langue de vie et une langue d'action et non pas seulement comme une langue académique. Donc, je vous donne quelques exemples d'activités menées ici. Donc, il y a par exemple les activités de la centrale, qui est le centre d'excellence au campus, qui propose des activités hebdomadaires qui n'ont rien à voir avec les cours. Donc, le bricolage, la discussion, la cuisine. Il y a également des programmes comme le programme d'engagement qui incite les étudiants à se rencontrer dans un contexte informel pour parler de manière justement informelle, ne pas utiliser la langue de la classe. Et puis des activités comme les ateliers de couture ou le club de lecture qui organisent les étudiants autour de savoir-faire en français. Donc par exemple, mettre le fil dans une aiguille, etc. Donc c'est un vocabulaire qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser en classe. Et puis donc il y a beaucoup d'autres activités, je vais pas tout détailler. Mais tout ça pour dire que cet engagement joue un rôle essentiel pour que le français ne soit perçu uniquement comme une compétence académique ou professionnelle. Il permet en fait d'ancrer la langue dans un réseau social, culturel et professionnel vivant, ce qui permet de transformer la compétence linguistique en une responsabilité sociale au sein d'un réseau vivant et professionnel. Donc, je vous montre un dernier témoignage, donc celui d'une étudiante de sciences infirmières après la rencontre qu'elle a eue avec les aînés.
elle dit « Ils étaient si gentils, j'ai décidé de revenir faire du bénévolat à la maison de retraite pendant l'été, et les aînés qui étaient présents à notre visite en novembre étaient heureux de me revoir et de me reparler. » Donc on voit ici que l'impulsion qui a été donnée dans le cours de français a donné envie à cette étudiante de s'engager davantage à un niveau individuel sur son temps libre. Et donc en fait, l'engagement communautaire a transformé ici la compétence linguistique en action concrète et sociale. Elle a permis à l'étudiante de s'approprier le français comme une langue de vie et de participation active dans la francophonie, et pas seulement comme une langue pour laquelle elle va être notée et avoir un classement dans son cours de français. Alors, nos stratégies pédagogiques, donc, qui visent à développer un français professionnel, pluriel et socialement ancré, reposent donc sur ces 3 piliers complémentaires, chacun illustré par nos exemples. Le FOS et le FOU, donc français sur objectif spécifique et français sur objectif universitaire d'abord, qui permettent aux étudiants de développer une parole professionnelle crédible et experte et qui évite l'imposition d'une norme de français unique. Également les cours de fin de programme disciplinaire, qui aident les étudiants à construire une posture pédagogique adaptée à la diversité des parcours linguistiques en évitant la hiérarchisation des variétés de français, et l'engagement communautaire qui transforme le français en langue de vie et d'action en évitant la réduction de la langue à un simple outil utilitaire. Donc ensemble, ces approches permettent de renforcer la légitimité du français en contexte minoritaire sans l'essentialiser, sans l'élitiser et sans l'affaiblir. Pour finir, je dirais que réfléchir à la question de la formation des professionnels en français en contexte minoritaire, c'est s'interroger sur comment valoriser le français sans rigidifier ses normes, comment concilier l'équité, la pluralité et la professionnalisation, et comment éviter que le français ne soit qu'un outil utilitaire. Former des professionnels capables d'exercer en français n'est jamais neutre. C'est contribuer à rendre la langue non seulement survivante, mais nécessaire. Et c'est en résumé un acte au campus, un acte pédagogique, un acte institutionnel, un acte politique et un acte d'espoir. Voilà, merci beaucoup.